Je suis au courant qu'il y a une loi qui protège les apprenants. C'est monsieur l'inspecteur, pendant la réunion des directeurs, et il nous a informés, il nous a fait une restitution, il nous a demandé d'aller informer nos agents, les parents d'élèves, sur la loi. Je suis au courant que la loi portant protection des apprenants et des apprentis a été adoptée en décembre 2022. Je l'ai appris parce que j'ai fait des recherches étant journaliste. Il faut dire que j'ai déjà eu à traiter le sujet là dans mon organe et donc je le sais. Je dispose également des tests qui stipulent tout ce que ça veut dire. Je suis au courant de cette loi parce que je suis enseignant. Après la formation des directeurs, de retour, nous avons fait la restitution. En tant que parajuriste, nous l'avons vulgarisé dans les groupes de femmes quand nous travaillons avec les femmes, avec les parents et même parfois dans certains établissements, nous essayons de les vulgariser. Je suis au courant de cette loi. Il s'agit de la loi qui protège les jeunes filles et les apprentis. Cette loi, j'ai été mise au courant lorsqu'il y avait une note qui faisait allusion à un enseignant qui avait été mis sous ordre après avoir enceinté une élève dans la région de Savane. La personne qui avait partagé la décision sur une de nos plateformes avait pour limiter les commentaires envoyé directement la loi qui protégeait la jeune fille. Parce que cela avait suscité des débats par rapport à la sanction. On se posait la question de savoir pourquoi c'est l'enseignant seulement avait sanctionné. Puisque depuis que la loi a été adoptée, elle suscite beaucoup de débats et les gens ont besoin d'être éclairés et de savoir pourquoi c'est une seule partie qui est sanctionnée. Et je pense que le message est passé à un niveau donné et il va falloir davantage la vulgariser pour que dans les milieux les plus reculés, qu'on soit étayé et qu'on prenne nos dispositions. Je suis informée de la loi, mais pas concrètement. L'explication qui vient de la loi n'est pas trop explicite. Donc on n'arrive pas à cerner ce qui est concrètement inscrit dans la loi pour pouvoir mieux diriger les élèves, nos enfants dans les normes. Donc cette initiative est bienvenue pour pouvoir être au courant de ce qui se passe. Les enseignants ils vont aussi prendre les dispositions pour éviter les sanctions. Le punposo le que les school bandits les doplawe la pawadia nya se que o dare fifie ma blon tututu ba mdibe no le blin vire matin nya ke ma blon ma blon be et ce que o de to 2022 a e jojinami eye mi pe be e la pero mi be vi nyonu jonti e o la temi sukula yinko voga ki a magno be si amu le wo be do tututu doa ko do se ane na fifi nto de vieux tro le dofu yo le na lo ne wa no ne so le va sukul ba npo be e gba tro gba le gble nu le mianti ne obe esi ala temu wo be doa ki won ela do mia di supo. Très chers participants, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous. Un plaisir en même temps, un honneur. Et d'échanger aussi autour de cette loi. Il y a en droit une expression qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Et je pense que c'est ce travail-là que nous faisons aujourd'hui, à travers aussi l'accompagnement et l'appui de tous ces acteurs-là, qui ne sont pas forcément des acteurs de l'éducation, mais qui appuient et qui nous aident à faire en sorte que toutes les personnes, pas seulement ceux de l'éducation, attendent parler de cette loi. J'ai entendu une fois une dame dans une discussion qui m'a posé une question. La question a paru drôle, mais c'était profond de sens. La dame me disait, je vais lui dire en vernaculaire, « Obe kokorokwa et de seto, et sea obe chichare magado funa sukulu vidéo ». Quand elle le dit comme ça, ça veut dire qu'elle a entendu parler de la loi. Et c'est qu'il y a une loi. Et elle sait un peu dans quel secteur la loi a été adoptée. Mais qu'est-ce qui est dit dans la loi? Elle n'a pas toutes les informations par rapport à cela. Deux choses. Ce n'est pas une loi pour les enseignants. Et ce n'est pas une loi seulement pour les grossesses. Même s'il y a ça dans la loi,
Mais ce n'est pas seulement ça. Donc, elle a l'information, pour revenir à l'exemple que je donnais tout à l'heure, elle sait qu'il y a une loi, mais le contenu de la loi n'est pas exact. Et c'est ce travail-là que nous faisons à travers ces échanges. Alors, j'ai eu le privilège de travailler aussi à l'élaboration de ce texte-là. C'est aussi un privilège de pouvoir partager le contenu de cette loi, mais aussi d'échanger sur la perfectibilité de cette loi. Il y a beaucoup de voix, pas seulement positives, qui se sont élevées contre la loi. C'est aussi l'occasion de discuter pour voir comment est-ce qu'on assure une meilleure application de cette loi. Et c'est le retour que moi je pourrais avoir de vous aussi, parce que nous sommes dans un cadre d'échange où j'aurai à partager avec vous l'esprit de cette loi et en retour aussi la façon dont vous voyez le texte en nous disant, bon, cette partie, par rapport à ce que nous vivons, il aurait été souhaitable que ce soit comme ça. Quand souvent on veut présenter la loi, on commence par deux choses. C'est deux questions qui nous viennent à l'esprit. Pourquoi la loi? Que dit la loi? Ce sont les deux questions essentielles. Alors, pourquoi la loi? La réponse, elle est simple. Je pense que dans cette salle, autant nous tous, nous sommes des parents d'élèves. Et pour chaque personne, chacun d'entre nous en tant que parents d'élèves, quand nous envoyons nos enfants, que ce soit à l'école publique ou à l'école privée, nous voulons forcément que nos enfants réussissent. Et que l'école ne soit pas un environnement qui traumatise nos enfants. C'est la réponse. Pourquoi cette loi? Alors on l'a dénommée la loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel. Parce que depuis quelques années, on a constaté une recrudescence de deux choses. La première, ce sont les abus sexuels sur les élèves, entre les étudiants, sur les étudiants, entre aussi nos jeunes filles, nos jeunes garçons qui sont aussi en apprentissage. Et on a aussi constaté une recrudescence des cas de grossesse des jeunes, tout particulièrement élèves. Et deux conséquences de ces choses-là, c'est que lorsqu'il y a une grossesse à l'école, lorsqu'une élève ou une apprentie ou même une étudiante tombe enceinte, la probabilité qu'elle abandonne est forte. Et comme je le disais tout à l'heure, chaque parent veut que son élève, son enfant qui va à l'école réussisse. Bien évidemment, pour toutes les femmes, la grossesse, quand elle vient au bon moment, c'est une joie. Et la deuxième chose, ce sont les abus sexuels. Lorsqu'une élève vit ou fait l'expérience d'un abus sexuel, que ce soit à l'école, que ce soit dans sa famille, le traumatisme du viol, le traumatisme du harcèlement, quand c'est à la maison ou à l'école que l'enfant vit un harcèlement sexuel, quelqu'un veut absolument la toucher, avoir une relation sexuelle avec elle, eh bien, il y a un impact psychologique qui fait que la scolarité ne se déroule plus normalement. Et nous avons aussi constaté l'augmentation des cas de harcèlement, de viol, que ce soit à l'école, que ce soit en milieu familial, sur précisément les élèves. Et donc, quand on nous demande pourquoi est-ce que vous avez pris cette loi, c'est ça la raison fondamentale. C'est de dire, nous voulons que nos enfants qui vont à l'école réussissent. Et tout ce qui peut empêcher la réussite de nos enfants, nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, nous avons la responsabilité, eh bien, d'enlever ces obstacles-là sur leur chemin. C'est la raison de cette loi. La seconde question, que dit la loi? La première des choses qu'il faut retenir sur cette loi, c'est que cette loi concerne pas seulement les élèves. L'objectif de cette loi, c'est de lutter contre les violences à caractère sexuel et les grossesses. Simplement, les violences à caractère sexuel, on les définit comme des actes qui sont posés sur les personnes concernées par la loi. Donc, les élèves, les apprentis, les étudiants. C'est l'ensemble des actes qui sont posés sur ces personnes-là, que ce soit par abus. L'abus, c'est d'utiliser l'autorité qu'on a sur quelqu'un pour l'amener à faire quelque chose. Donc, je prends mon exemple. Si moi,
je suis adulte, j'ai mon âge et que j'ai des intentions sur une élève qui a 10 ans ou 15 ans de moins que moi. Donc, il y a ce rapport d'autorité. Donc, puisque je la dépasse en âge, par exemple, je peux exercer un abus sur elle. Ça peut être un abus psychologique ou un abus moral, parce qu'elle me voit comme son aîné, quelqu'un qui la dépasse. Donc, il y a des choses, elle ne voudra pas, mais elle se dit, bon, puisque c'est mon aîné, elle ne peut pas refuser. Donc, c'est ça l'abus. C'est d'utiliser l'autorité qu'on a sur quelqu'un. En milieu professionnel, ça se voit aussi. Quand on a un certain pouvoir sur quelqu'un, on l'utilise à d'autres fins. Donc, c'est un abus. Un acte qui est posé par abus. Par contrainte. La contrainte, c'est l'utilisation de la force. Donc, dans le viol, on utilise la force physique. Par menace, si je dis à quelqu'un ici, pour définir et comprendre ce que c'est qu'une violence à caractère sexuel. Nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, nous avons la responsabilité de lutter contre ces phénomènes-là, ces violences-là. Et c'est pour ça que le gouvernement, à travers le ministère des Enseignements primaires et secondaires, a pris l'option de faire voter cette loi-là à l'Assemblée nationale en 2022. Pour lutter contre ces violences, il y a d'abord 2 stratégies dans la loi. La première stratégie, c'est la prévention. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons discuter, chacun va comprendre. Ensuite, mieux on comprend, mieux on explique. C'est la règle. Donc, si nous tous, nous comprenons ce que c'est que la loi et ce que dit la loi, nous tous, nous savons qu'il y a une loi qui parle des violences à caractère sexuel. Et donc, devant une situation qui est une violence à caractère sexuel, lorsqu'on entend, lorsqu'on apprend, on sait comment réagir. Et nous aussi, on peut en parler avec d'autres et que d'autres comprennent. Donc, la première stratégie, c'est la prévention. Et c'est prévu par la loi. La seconde stratégie, c'est la sanction. Ce que nous tous nous souhaitons, c'est qu'il y ait 0 cas de violence sur les jeunes. S'il y a un cas de violence à caractère sexuel, il faut prendre des dispositions. Et c'est là qu'intervient la sanction. Donc la sanction, la loi en a prévu beaucoup pour chaque type de violence, depuis le harcèlement jusqu'au viol. Il y en a de 2 ordres. Il y a les sanctions pénales. L'auteur d'une violence à caractère sexuel peut écoper, bien sûr, d'une amende. Le juge va appliquer les sanctions pénales et la peine d'emprisonnement. Il y a aussi les sanctions disciplinaires. Quand l'auteur de la violence est un fonctionnaire de l'État, est un agent public, est un élève, etc., etc., il y a des sanctions disciplinaires aussi qui sont prévues, qui vont de la mise à pied, de la suspension de salaire, qui peut aller aussi au licenciement. Il y a quelques précisions qu'il faut apporter. La grossesse de l'élève peut être un handicap à la scolarisation de l'élève. Et devant l'augmentation des cas de grossesse, eh bien, le gouvernement a jugé opportun, dans cette loi, d'inscrire des dispositions par rapport aux grossesses des élèves aussi. Et l'idée, c'est de dire, ce n'est pas tant celle qui porte la grossesse qui est le problème, même si elle a une part de responsabilité. Mais la responsabilité doit être partagée entre celle qui contracte la grossesse et l'auteur. Et pour arrêter le phénomène des grossesses en milieu scolaire, l'une des options, c'est la sanction contre les auteurs de grossesse sur les élèves. Et la loi dit clairement, je paraphrase, il est interdit de mettre enceinte une élève. Quand c'est dit comme ça, tout auteur de grossesse en milieu scolaire ou sur une élève, eh bien, viole la loi. Et quand on viole la loi, on tombe sous le coup de la loi. Lorsque la fille qui contracte la grossesse est majeure, en droit civil, on parle de 18 ans. La loi dit que si elle était consentante, je suis d'accord que c'est moi-même qui me suis mis en relation avec le monsieur. Et la grossesse est arrivée, je l'assume parce que j'étais en relation avec le monsieur. Alors, dans ce cas, il n'y a pas de souci. Mais lorsque la fille qui contracte la grossesse est mineure, à 16 ans et moins, la loi dit même si elle dit qu'elle était consentante, elle n'est pas consentante. On comprend donc que lorsqu'on est auteur d'une grossesse sur une élève, une étudiante, une apprentie qui a 16 ans et moins, on tombe sous le coup de la loi. Là, nous sommes dans la tranche 16-18 ans. 17 ans, nous avons ce qu'on appelle les mineurs émancipés. La personne, elle est mineure, certes,
mais on considère qu'elle est émancipée, elle se prend en charge. Lorsque ça intervient, c'est au juge d'apprécier, de voir pour dire effectivement, on peut considérer que certes, elle est mineure, mais elle est émancipée, donc elle est autonome. Mais si le juge, après analyse, se dit non, certes, elle n'est pas majeure, elle est mineure, mais elle n'est pas émancipée, parce qu'elle a la charge de quelqu'un, elle n'a pas de travail, donc des conditions psychologiques, après discussion. Donc le juge dit qu'elle n'est pas émancipée, alors en ce moment, la loi s'applique dans toute sa rigueur. La loi s'applique lorsque le fait, ce qu'on appelle l'infraction, l'acte est dénoncé. S'il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de sanction. Ce qu'on a constaté, c'est que dans nos communautés, nous sommes tellement pacifiques. Nous aimons les règlements à l'amiable. C'est plutôt bien de privilégier le dialogue. Mais il y a ce qu'on appelle le risque de récidive. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un commet une violence à caractère sexuel, lorsqu'il y a viol et qu'on banalise et qu'on ne sanctionne pas convenablement, eh bien, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est qu'il y a la possibilité que l'auteur recommence. La deuxième possibilité, c'est que ça encourage d'autres. Si Kofi a fait et que bon, on a trouvé une façon d'arranger les choses, si moi aussi je fais, on va trouver là une façon pour arranger les choses. Donc, la loi a aussi ce qu'on appelle une portée dissuasive. C'est-à-dire que c'est pour empêcher de faire. C'est pour cela qu'on sanctionne. Et c'est pour ne pas encourager d'autres qu'on sanctionne. Donc, la dénonciation, c'est capital. Et nous remarquons que depuis l'adoption de cette loi, nous avons été confrontés à des situations que je qualifierais de tragiques. Des choses qu'on ne s'imaginait pas, qu'on ne pensait pas. Mais puisqu'il y a dorénavant la loi et qu'on dit qu'il y a une loi qui sanctionne, ça a donné la possibilité aux gens de parler, aux jeunes de dénoncer. Et donc la dénonciation, elle est importante. Et je nous y encourage, lorsque nous sommes confrontés à des situations, de vraiment faire en sorte que la loi puisse s'appliquer dans sa rigueur. Mais la dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire le fait de mentir sur le compte de quelqu'un au sujet d'une violence à caractère sexuel, d'accuser quelqu'un faussement de viol ou de harcèlement par exemple, est aussi puni par la loi. Nos forces de sécurité, en particulier la police et la gendarmerie, font un travail d'investigation très fin et qui permet de démêler le vrai du faux. La loi ne s'adresse pas particulièrement à quelqu'un. Ce n'est pas une loi qui est dirigée contre quelqu'un, contre un enseignant ou contre qui que ce soit. Mais c'est une loi qui vise à protéger nos élèves, à protéger nos étudiants, à protéger nos apprentis. Et toute personne qui se rend auteur de violences à caractère sexuel tombe immédiatement sous le coup de la loi. Si évidemment l'affaire est portée à la connaissance des personnes compétentes. Il y a ce qu'on appelle les doublements de peine. C'est ce qu'on appelle en droit les circonstances aggravantes. Les circonstances aggravantes, ce sont des choses que le juge va voir et il va dire ça, c'est très très grave. Et donc à cause de ça, il va décider de doubler la peine. Donc si vous devez normalement prendre peut-être 2 ou 3 ans d'emprisonnement, il peut décider de porter ça au double pour faire 6 à 4 ans. C'est quoi? C'est par exemple le viol en bande organisée. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, par exemple, s'entendent pour commettre un viol. C'est lorsque, par exemple, la violence a entraîné des vices irréparables. Par exemple, lorsqu'il y a un viol, il y a des lésions au niveau de l'appareil génital, par exemple. Ça peut être une circonstance aggravante. Et nous avons connu des cas de viol sur des mineurs, des très très mineurs, du préscolaire. Du préscolaire. Dans ces circonstances, par exemple, par le fait d'une pénétration brutale, il peut y avoir des lésions permanentes. Donc, ça peut être des circonstances aggravantes que le juge examine et dit en raison de ces circonstances-là, eh bien, on va doubler la peine. Voilà ce qu'il faut retenir au sujet de la loi de 2022.
portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel. La prévention, c'est le travail de nous tous, pas seulement de la communauté éducative. Voilà pourquoi, heureusement, fort heureusement, et merci au LJCE, nous avons autour de la table plusieurs acteurs venus de différents domaines, de différents cadres, et que nous soyons effectivement des relais d'information, ce que nous aurons entendu, que nous puissions également le partager, et que tout le monde soit non seulement conscient de l'existence de la loi, mais sache aussi effectivement que dit la loi. Je vous remercie. Qu'est-ce qui a amené ou qu'est-ce qui amène nos enfants à cette situation? Élèves, apprentis, filles bien sûr, qui attrapent des grossesses. Qu'est-ce qui a amené ou qu'est-ce qui amène nos jeunes garçons dès un certain âge à se comporter de la sorte jusqu'à enceinter les jeunes filles? On peut relever à ce niveau les besoins, l'indigence, la prolifération des images pornographiques. Non seulement sur les WhatsApp et autres, TikTok, tout ça là, mais aussi à la télé sur certaines chaînes. Et parfois, on se demande si on veut amener nos enfants à une vie sereine pour qu'ils attendent un certain âge avant d'aller à ces actes. Pourquoi il n'y a pas un comité de censure au niveau de certaines chaînes qui diffusent à longueur de journée des séries où nos enfants voient tout? En ce moment, nous voici ici. Les enfants sont à la maison et ils sont en vacances. Ou bien le week-end, les parents ne sont pas là. La télé est là. Ils connaissent les numéros des chaînes par cœur. Et parfois, le parent demande, s'il vous plaît, captez-moi cette chaîne pour que je puisse suivre le journal. Mais ça les gêne. Ils voient certaines choses et quand le parent même est là, la pudeur fait que le parent est gêné de voir ces scènes-là avec l'enfant qui est à côté. Pourquoi il n'y a pas de censure sur certaines chaînes pour qu'on ne laisse pas toutes les chaînes à la portée des enfants? Au niveau des sanctions, on voudrait sanctionner l'auteur et celle qui a subi, n'est-ce pas, le harcèlement ou bien celle qui est enceinte. Mais je ne vois pas concrètement au niveau de l'école, au niveau des ateliers, la sanction frapper les jeunes filles. On a l'impression que ce sont seulement les garçons qui sont punis. J'ai été dans un atelier où on me dit que la fille, elle est élève, elle est tombée enceinte, elle a donné naissance à un bébé et pendant la récréation, la maman de la fille amène l'enfant à l'école pour que la jeune fille puisse l'allaiter. Et les autres filles viennent. Certaines prennent le bébé, s'amusent avec le bébé. J'ai été sidéré et on a cité un établissement. Ce n'est pas une porte ouverte aux autres que, bon, si moi aussi je tombe enceinte, je peux aller à l'école, il n'y aura pas de problème. Et puis la fille enceinte qui va à l'école tous les jours, l'effet psychologique par la société, on la voit traverser les rues tous les matins avec le ventre ballonné, dit, cette fille-là. Et puis à l'école même, est-ce qu'il n'y a pas des railleries donc, qui peuvent agir? Pourquoi on ne peut pas sanctionner les deux? Au moins le temps que la fille mette au monde le bébé et la fille et le garçon retournent à l'école.
Est-ce que ce n'est pas mieux comme ça? C'est des questions que je me pose. Dans son développement, il a parlé de mineurs émancipés, les jeunes filles de 17 ans et autres. C'est à l'appréciation de la justice. Quels sont les critères d'appréciation pour pouvoir faire ces jugements et ne pas faire une partie pris? Ces histoires de grossesse-là existaient depuis les temps immémoriaux. Depuis que moi j'ai commencé le CP1 à 1962, au Togo ici, il y a eu toujours des cas de grossesse. Mais la sanction là a plutôt excité et les garçons et les jeunes filles. Et voilà, le résultat est là. Maintenant, il n'y a plus de grossesse même qu'avant la loi. Au lieu de sanctionner, moi je pense plutôt à une éducation depuis les bases intimes pour que et les jeunes filles soient protégées et les garçons aussi protégés et les adultes aussi protégés pour éviter ces grossesses-là qui franchement nous donnent beaucoup de soucis. Est-ce qu'il y a des aspects à améliorer dans cette loi pour la rendre plus efficace? Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère est en train de penser à une grande vulgarisation de cette loi? Quelles sont les dispositions qui sont prises? La loi a été adoptée en 2022. Donc nous sommes aujourd'hui en 2025 déjà, ça fait 3 ans, voire plus spécifiquement 2 ans, 8 mois. Quelles sont les avancées notables? Lorsque je sensibilisais les parents d'élèves, il y a eu une maman qui m'a posé cette question. Elle me demandait que mi bena ne odofuna mi avait mi a dénoncé wari ne ole nous soit avec toi mais qu'elle a nos pauvres. Le monsieur et la femme, ils sont tous des élèves et le monsieur a enceinté la dame. La loi va frapper qui? Si c'est l'élève qui fait des avances à l'enseignant, maintenant que l'enseignant est tombé dans le piège, est-ce que l'enseignant va subir les mêmes sanctions, même si l'élève approuve que c'est elle qui a fait les avances à l'enseignant? Quel est le sort réservé à ces garçons renvoyés dans les écoles pour avoir enceinté des filles? Ne deviendront-ils pas des dangers publics pour la société? Ne rentreront-ils pas dans des réseaux de mafia? Quelles sont les dispositions qui sont prises pour pouvoir poursuivre les auteurs qui ne sont pas du système éducatif? Parce qu'on entend, on a sanctionné enseignant, on a sanctionné élève. Par exemple, un corps habillé qui enceinte une élève, quelles sont les dispositions qui sont prises? J'ai 2 questions. La première question, nous savons que le jugement supplétif permet aux personnes qui n'ont pas d'acte de naissance de pouvoir en avoir. Mais il arrive que certains parents, pour faire le jugement supplétif, essaient de réduire l'âge des enfants. Or, les hormones ne peuvent pas être réduites parce qu'ils réagissent selon l'âge de l'enfant. S'il arrive que l'enfant, vu qu'on a réduit son âge, elle trouve qu'elle est mineure, or les hormones disent qu'elle est majeure, et elle se prête à l'acte sexuel, et que la personne qui a posé l'acte envers cette personne, oui, cette fille, est poursuivie par la loi. Comment ils brandissent l'acte du jugement qui prouve que la fille est mineure? Comment est-ce que la loi doit justifier ça? Bon, ma deuxième question. Souvent, il y a des placements de filles. Le formateur arrive dans la localité, les parents pensent peut-être qu'il a des moyens, et on lui place la fille. Et il passe à l'acte, et on commence par le poursuivre. Comment la loi doit pouvoir éclaircir ce genre de situation? Lorsque mon enfant est victime d'abus sexuels à l'école, à qui, en tant que parent, je dois m'adresser? Parce qu'un cas s'est présenté, la maman de la fille est allée à la police pour dénoncer l'abus sur sa fille et le policier au poste lui a répondu « Donc, lorsque on fait face à ce genre de situation, je voudrais savoir à qui concrètement on doit s'adresser. Si le ministère peut avoir des spécialistes en communication pour traduire cette disposition dans les différentes langues. Quand je prends les grandes classes de langue, on a à peu près 4 ou 5 où tout le monde, les autres populations peuvent comprendre.
Donc si on peut le faire comme ça va beaucoup nous aider. Et même faire un résumé vidéo, comme les gens préfèrent aller sur le TikTok, aller s'amuser, m'y mettre cha-cha-cha. C'est mieux de faire un résumé en 4-5 minutes pour dire le contenu de cette loi, pour pouvoir vulgariser. Et comme ça, la maman qui est à la maison, vous m'excusez, qui n'a pas mis pied à l'école, peut comprendre que désormais, il y a une loi et ça va être vraiment vulgarisé à tous les niveaux pour que chacun s'approprie vraiment de cette disposition. Sur la première interpellation, nous savons que l'éducation ne se limite pas à l'école. Et on a souvent à le dire que l'éducation, c'est la conjonction de ce que l'enfant reçoit à la maison et de ce que l'enfant reçoit à l'école. Pendant un temps, on avait élargi ça en disant que c'est la société qui éduque l'enfant. Mais les choses ne sont plus exactement comme cela aujourd'hui. Devant souvent ces interpellations, ce que nous disons, c'est que le gouvernement a la volonté de faire sa part. Le ministère a pris l'engagement de faire sa part. Alors, on pourra trouver à redire, parce que toute chose étant perfectible. Mais il y a cet engagement-là de faire sa part dans le secteur de l'éducation. Et cette loi en est la preuve. Et ce que nous disons très souvent, c'est que la maison fasse sa part, que chaque parent aussi fasse sa part. Il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués. L'habillement, l'accès au téléphone, l'accès à certains sites, à certains fichiers sur Internet, les réseaux sociaux. Je donne un exemple. Le téléphone est interdit à l'école. Cela signifie que si un surveillant ou si un chef d'établissement surprend un élève avec un téléphone à l'école, peu importe l'usage que l'élève fait en cet instant-là avec le téléphone, il a la responsabilité de le retirer. Ça, c'est la règle de l'école. À la maison, comment est-ce que ça se passe? En dehors de l'école, lorsque l'enfant est en communauté, avec ses amis, dans le quartier, quelle est son attitude? Et donc ça, c'est la responsabilité du parent. Quand l'enfant est à l'école, les acteurs de l'éducation s'assureront de jouer leur part. Mais quand l'enfant n'est plus à l'école, il est la responsabilité des parents ou des tuteurs, de ce qu'il fait à la maison, mais aussi de ses fréquentations dans son environnement proche. Lorsque nous sommes interpellés, nous aussi, nous interpellons chaque parent d'élève de faire en sorte que, effectivement, que les efforts du gouvernement à travers le ministère ne soient pas vains, mais que ces efforts-là soient complétés par ce que les parents doivent faire. Et ainsi, sur les questions d'habillement, sur les questions de téléphone, d'accès, eh bien, nous allons pouvoir, sinon résoudre, réduire le problème. À l'école, par exemple, sur l'habillement, il y a l'obligation pour l'élève d'avoir un habillement décent. Et le ministère est allé même jusqu'à décrire comment doit se présenter la tenue de l'élève à l'école. Certes, il y a toujours parfois des écarts, des manquements d'élèves qu'on essaie chaque fois de rappeler à l'ordre et on ne manquera pas de le faire. Donc, c'est dans cette conjonction-là, chacun jouant sa partition, que nous allons véritablement essayer de régler la chose. L'autre question qui a été posée, ce sont les avancées depuis 2022 que la loi a été adoptée. L'une des avancées majeures que nous avons pu constater, c'est la libération de la parole. Ce qui ne pouvait pas se dire autrefois se dit. Et les sanctions qui n'étaient pas prises autrefois sont prises avec beaucoup de responsabilité.
Les actions qui n'étaient pas menées autrefois sont menées. La preuve, aujourd'hui, nous sommes autour de la table et nous discutons de ce sujet-là. C'est une avancée. Et au-delà de cela, il y a une meilleure prise de conscience, autant au niveau des acteurs de l'éducation que de nos communautés. Ce sont des avancées louables, mais nous pouvons encore mieux faire. Et il y a la volonté de mieux faire. Sur le plan technique, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises, notamment avec l'adoption d'un mécanisme, d'un protocole de prise en charge des violences qui a été élaboré. Il y a un travail qui est fait sur l'éducation aux valeurs et à la santé sexuelle à l'école, à partir du collège, où l'école essaie de soutenir ce que les parents font en ravivant chez les élèves un certain intérêt pour des valeurs que nous sommes en train de perdre. D'accord ? Le respect, l'abstinence, ce sont des sujets qui reviennent à l'école. Et la santé sexuelle. À partir de certain âge, l'enfant doit savoir ou le jeune doit savoir qu'il y a des phases dans sa progression. Comment est-ce qu'il faut gérer l'adolescence? Comment est-ce qu'il faut gérer l'apparition des menstrues? Comment est-ce qu'il faut se comporter quand, eh bien, on a des avances d'un garçon? Quels sont les types de sentiments? Quand je vois un garçon, je vois une fille, que j'ai des palpitations ou je ressens des choses, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ce sont tout un paquet de sujets qui sont aujourd'hui introduits à l'école et qu'on aborde avec les élèves. Donc, comme je le répète encore une fois, c'est un complément entre la maison et l'école. Et je ne pourrais pas m'étaler sur toutes les sensibilisations qui ont été menées et qui se mènent encore pour qu'effectivement le sujet soit replacé au cœur. Et de dire qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à une recrudescence des grossesses après l'adoption de la loi, ce n'est pas tout à fait exact. Parce que nous avons constaté un recul dans certaines localités. Et nous avons constaté aussi une augmentation dans d'autres localités. Mais la différence est qu'aujourd'hui, nous avons tout un mécanisme qui nous permet, là où on constate que le phénomène prend de l'ampleur, d'apporter des réponses, que ce soit à travers la loi, que ce soit à travers la sensibilisation et que ce soit à travers les différents modules de formation qui sont introduits à l'école. Donc, nous pouvons nous féliciter des avancées que nous faisons. On nous demande, on a adopté la loi, on sanctionne l'auteur de la grossesse. Bon, qui va s'occuper de l'enfant? La réponse est assez simple. C'est comme on dit que il ne faut pas violer le feu tricolore. Mais quand quelqu'un décide de violer le feu tricolore, il viole le feu tricolore tout en sachant bien les conséquences qui peuvent en découler. Ça, c'est la règle. Le principe est connu, la règle est connue. Et quand vous décidez délibérément de violer la règle, vous savez à quoi vous attendre. L'objectif du gouvernement, ce n'est pas de trouver des gens qui vont s'occuper des grossesses des élèves. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de grossesse du tout. Et si par là, il faut sanctionner pour prévenir, eh bien, la sanction sera là. La responsabilité de la prise en charge de la grossesse revient aux tuteurs, aux parents et aux familles, et dans une certaine mesure aux structures d'accompagnement social qui sont mises en place par le gouvernement. Donc, a priori, le ministère ne répond pas de ce qu'il adviendra ou de qui, effectivement, doit prendre en charge la grossesse, tout en sachant bien qu'en amont, en le faisant, l'auteur est conscient des risques qu'il encourt et qu'il fait le choix de le faire quand même.
Et pour faire un parallèle avec une question qui a été posée tout dernièrement sur la question des placements ou sur la question de savoir lorsque c'est l'élève qui fait des avances à quelqu'un, une personne lambda ou même son enseignant, sans vouloir tout taper sur les enseignants. Mais ce dernier à qui on fait un placement ou ce dernier à qui l'élève fait des avances est conscient des risques qu'il encourt si jamais il tombait dans le piège ou si ça donnait effectivement, ou il cédait. Donc, la loi, c'est aussi une question de responsabilité. En sachant que quand je fais ça, voilà les risques que je cours. Donc, quand je fais le choix de le faire, je dois pouvoir en assumer la totalité de la responsabilité. Les questions de dire, oui, il y a la situation des placements, on est tout à fait d'accord. Il y a la question des avances, je l'ai évoqué tout à l'heure sur le consentement. Lorsque l'élève est majeur, je prends un exemple, ou lorsque la fille qui est en apprentissage est majeure et qu'elle décide d'entretenir une relation avec un homme, eh bien, c'est tout à fait compréhensible. Lorsque la fille qu'on place est majeure et consentante, cela se comprend tout à fait. Mais s'il s'agit d'une mineure ou s'il s'agit d'une fille qui n'est pas consentante, eh bien, chacun est mis devant ses responsabilités lorsqu'il y a des conséquences. Et la loi s'appliquera dans toute sa fermeté. Alors, lorsque les deux élèves ou lorsque les deux personnes concernées sont des élèves ou sont de la même tranche d'âge, alors il faut dissocier deux cas. Il faut dissocier deux cas. Soit en cas d'arrivée de survenance d'une grossesse, lorsque c'est une grossesse, ou lorsque c'est une violence à caractère sexuel. Nous avons connu aussi des cas de viol où le violeur lui-même était un élève. Il y a les règles du code pénal qui disent comment est-ce que la loi s'applique lorsque celui qui viole la loi est un mineur. Mais les sanctions disciplinaires, eux, s'appliquent, surtout quand il s'agit des élèves. Et nous avons eu un exemple, c'est ce qu'on a appelé la décision d'exclusion des élèves. La sanction disciplinaire, elle s'applique lorsque la personne est un salarié ou lorsque la personne est un élève ou un agent de l'État. Lorsque ça concerne l'élève, il y a deux mesures. Soit c'est la mesure d'exclusion avec inscription au dossier de l'élève. La mesure d'exclusion, ce n'est pas une exclusion définitive, mais c'est le retrait de l'école précisément où les deux fréquentent. Il a la possibilité de se réinscrire ailleurs. Mais il y a ce que nous appelons l'inscription au dossier scolaire. Cela veut dire que ce qu'il a fait dans cet établissement d'où il a été exclu est inscrit dans son dossier. Et quand il se réinscrit dans un autre établissement, eh bien, le chef de l'établissement sait effectivement à quelle catégorie d'élèves il a affaire. Il y a un suivi, on est beaucoup plus regardant sur son comportement à l'école. Alors, pourquoi est-ce qu'on déplace? On déplace parce qu'il ne faut pas entretenir des copinages ou des couples à l'école.